intermédiaire des impôts. Aujourd'hui aussi, c'est avec l'argent des impôts que l'État paie ses employés, les fonctionnaires et les ayants droit des prestations de transfert. Pour tous ces revenus, le paiement d'un revenu de base ne demanderait qu'un changement dans la comptabilité. Pour les revenus privés, l'argent pour le revenu de base n'est pas encore dans les caisses de l'État. Il faut d'abord qu'il arrive à l'État par voie fiscale, avant d'être distribué sous forme du revenu de base. La quote-part de l'État augmente alors sensiblement. Cela signifie-t-il encore plus d'État? Non, cela signifie moins d'État, moins d'inquisition, moins de mise sous tutelle, moins d'administration. L'État ne joue qu'un rôle d'intermédiaire, de fiduciaire et de garant du droit au revenu de base. Mais les impôts vont augmenter. De quel impôt pourrait-il s'agir? A priori, il semble plus simple de prendre l'argent chez ceux qui gagnent le plus. C'était déjà l'idée de Milton Friedman, économiste. Financer une sorte de revenu de base par l'impôt sur le revenu. Les ménages nécessiteux auraient reçu un impôt négatif sur le revenu. Après avoir été développé dans les années 60 et presque introduit aux États-Unis, son modèle domina les débats sur le financement d'un revenu de base jusque dans les années 90. Pour Milton Friedman, l'État social devait être svelte et libéral. 50 ans plus tard, on ferait donc reposer le revenu de base sur un avoir qui ne va qu'en diminuant, celui du travail rémunéré. C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'État social. Toujours plus de chômeurs et toujours moins de masse salariale à imposer. L'augmentation de l'impôt sur le revenu augmente les charges sur le travail rémunéré. Le chat se mord la queue. Le non-sens de l'impôt sur le revenu, c'est qu'il frappe le travail et sape ainsi sa propre base. De quel impôt pourrait-il donc s'agir aujourd'hui? Examinons la chose concrètement dans cette entreprise. Une cafétéria à Bâle, avec plus de 1000 clients par jour, 40 collaborateurs, 3,5 millions de francs de chiffre d'affaires annuel. Qu'en est-il des impôts? Dans une entreprise, les impôts sont toujours des coûts que la vente doit couvrir, sans quoi il n'y aurait bientôt plus d'entreprise. En principe, il existe 3 types d'impôts. La TVA, qui est payée directement par le consommateur, les charges salariales et l'impôt sur le revenu. La TVA figure sur chaque quittance. Elle est visible. Elle ne représente pas de frais pour l'entreprise et n'apparaît pas dans son bilan. Qu'en est-il des charges salariales? Là, je dois faire comme si l'employé et le patron payaient chacun leur part. Puisque c'est la loi, je ne peux pas l'éviter. Je dois faire figurer la part de l'employé sur sa fiche de paye ainsi que dans la comptabilité. Mais c'est l'entreprise qui verse les 2 parts au fisc. Et cette somme vient évidemment des clients. Avec leur salaire, les employés reçoivent l'argent pour payer leurs propres impôts. Charge à eux de le verser au fisc. Bien entendu, ces impôts sur le revenu du personnel sont également intégrés dans les prix de vente. Qu'est-ce que je paye alors pour mon café au lait? Dans cet établissement, il coûte 5 francs 20. Un quart de ce prix sert à couvrir les frais d'infrastructure. Le bâtiment, l'énergie, le mobilier, la vaisselle. Un autre quart sert à payer les marchandises. Le lait, le café, et pour celui qui veut, encore un peu de sucre. La plus grande partie du prix sert à payer les salaires, le service, mais aussi le nettoyage et la gestion. Ensuite se rajoute la TVA, seulement 7,6% en Suisse. C'est un impôt qui n'est payé qu'au moment où le client achète et que tout le travail de création de valeur est récompensé. Mais si le plateau échappe au serveur, c'en est fini de la création de valeur. Même si, depuis les pâturages jusqu'ici, le café au lait a demandé bien du travail. Un café au lait renversé n'est pas un café au lait, et la TVA
ne sera pas payé non plus. La TVA se situe à la fin de la création de valeur et figure bien en évidence sur la quittance. Mais il y a aussi des impôts invisibles, inclus dans le prix, qui ont été prélevés durant le processus de création de valeur. Dans les salaires, ce sont les impôts sur le revenu, les charges salariales et les charges sociales. Dans le coût des marchandises, il y a également des impôts, car il y a là aussi des salaires, notamment ceux qui ont été payés par les producteurs de lait, de sucre, de café et qui ont été intégrés dans les prix. Il en va de même pour les frais d'infrastructure. C'est toujours le consommateur qui paye, car c'est avec l'argent qu'il dépense que tout le reste devra être payé, y compris l'impôt. Je m'explique. Si tous les impôts étaient réunis en une somme invisible, comme la TVA, prélevée à la fin de la création de valeur, alors le fisc ne grignoterait pas la valeur des pommes vertes, mais attendrait qu'elles soient mûres. Chacun pourrait alors voir à hauteur de combien il contribue aux finances et à la bonne marche de l'État. La démocratie se réaliserait à la caisse. À la caisse, tous les citoyens sont égaux. Et le travail au noir? Il n'y aurait plus de travail au noir si l'impôt se réduisait à la TVA, car il n'y aurait plus d'impôt prélevé sur le travail. En revanche, les ventes au noir seraient une très grande tentation. Payer une coupe de cheveux seulement 20 francs versés en sous-main, cela ferait une très grande différence. Là où la vente se fait sans quittance, on pourrait échapper à la TVA. Mais s'il n'y avait plus que ce type d'impôt, les inspecteurs fiscaux seraient certainement très efficaces pour traquer les tricheries. En revanche, on aurait moins besoin de conseillers fiscaux. Une grande partie du travail bureaucratique diminuerait, tant dans les administrations publiques que privées. Dans un monde sans frontières, l'État n'a une chance de percevoir des impôts de manière durable que s'il trouve un type d'impôt qui ne peut pas lui échapper. Cet impôt qui ne peut pas lui échapper, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est payée là où le consommateur dépense son argent. C'est pourquoi on peut aussi l'appeler impôt sur la consommation. Cet impôt n'est pas payé par celui qui apporte le café au lait, mais par celui qui le consomme. L'impôt sur le revenu, en revanche, fait comme si mon revenu était le produit de mon travail, parce que c'est ce que je ramène à la maison. Il est le revenu de l'économie de subsistance, mais il pose problème dans une économie de marché. Plus de retraités, plus de chômeurs, aucun problème pour les finances publiques avec l'impôt sur la consommation. Car on consomme toujours et on produit en suffisance. Or, c'est là qu'apparaît le prochain problème posé par l'impôt sur le revenu, car il n'y a pas d'impôt sur le travail de la machine. Si deux produits de même prix demandent plus ou moins de travail humain, l'impôt sur le revenu n'est pas le même. Dans un cas, il y a beaucoup d'impôts à payer, et dans l'autre, il y en a peu. Dans un cas, il y a beaucoup d'impôts à payer, et dans l'autre, il y en a peu. Comme les machines ne touchent pas de salaire, leur travail est largement exempté d'impôts. Comme s'il s'agissait de travail au noir. À gauche, c'est l'exemple du coiffeur. À droite, celui de la machine à laver. Comme les impôts sont prélevés sur le travail humain, il y en a beaucoup dans le premier cas et peu dans le second. Par contre, si l'on considère la création de valeur de chaque produit sans les impôts et que l'on impose chaque produit au même taux de TVA jusqu'à obtenir le même montant total d'impôts, en vert, que le montant total d'avant, en rouge, le premier produit coûtera moins qu'avant et l'autre davantage. Le travail humain et le travail de la machine seraient imposés de la même manière, car l'impôt ne serait perçu que sur le résultat de la création de valeur. La machine ne déchargerait plus seulement l'être humain de son travail, mais également d'une partie de l'impôt. Enfin, si le prix de la coupe de cheveux ne diminuait pas,
les recettes fiscales augmenteraient considérablement. L'impôt sur la consommation serait prélevé sur toutes les importations destinées à la vente. La production du pays serait imposée de la même manière. Cet impôt frappe tout ce qui est vendu dans le pays, car il profite à ceux qui vivent dans le pays. Inversement, l'impôt sur la consommation n'est pas un bien d'exportation. Le produit qui franchit la frontière n'emporte pas sa charge fiscale avec lui. Chaque État reste souverain en ce qui concerne l'ampleur et le financement de son budget. L'impôt sur la consommation est le seul impôt équitable à l'heure de la globalisation. C'est un impôt équitable pour un commerce équitable. C'est ici que fut inventé l'impôt sur la vente. Voici la terrasse de Brühl, sur les berges de l'Elbe, à Dresde. Le comte Heinrich von Brühl a eu l'idée d'un prélèvement sur chaque vente dans le pays. 2 siècles plus tard, on introduisit en République fédérale d'Allemagne une taxe semblable, mais calculée autrement, la taxe sur la valeur ajoutée. Elle donne plus d'espace à la division du travail et reste neutre quant à la concurrence. En Allemagne, avec un taux de 19%, elle fournit la plus grande part des recettes fiscales. En Suède, son taux est de 25%. La TVA est une exigence pour l'entrée dans l'Union européenne. C'est l'impôt de l'avenir, c'est l'impôt de l'économie de marché. Le docteur Hardorp est une personnalité qui œuvra à l'introduction de la TVA en Allemagne. Il l'appelle impôt sur les dépenses ou impôt sur la consommation et pense que ce devrait être le seul et unique impôt. La TVA, comme impôt unique, ce serait la méthode la plus simple. Elle dispense de toutes les déclarations d'impôts. Mais si la TVA reste le seul impôt, qu'en sera-t-il du plancher de taxation? Car le plancher de taxation est la composante sociale du calcul de l'impôt. Avec la TVA, le taux d'imposition est le même pour les pauvres et les riches. Qu'allons-nous faire de la composante sociale? Alors, on fait comme ça. On restitue la TVA aux gens pour un montant correspondant à leurs besoins de base. Cette restitution, c'est le revenu de base. La boucle est bouclée. Ainsi, nous en sommes revenus au revenu de base. Non pas à partir de la question du financement, mais en nous demandant comment faire de la TVA un impôt social. En tant que plancher de taxation, le revenu de base apparaît dès lors comme une suite logique de la TVA. En même temps, son inconditionnalité devient une évidence. Faisons un rapide calcul. Admettons que le revenu de base soit fixé à 1 000 €, une somme due à chacun au titre de plancher de taxation et versée indépendamment des revenus. Celui qui ne gagne rien de plus dispose de 1 000 €. Les autres ont en plus leur revenu privé. Celui qui reçoit un salaire de 500 € aurait alors un revenu total de 1 500 €. Avec un salaire de 1 000 €, on obtient un revenu total de 2 000 €, etc. Dans cet exemple, chacun reçoit le revenu de base de 1 000 € comme s'il s'agissait d'un retour d'impôt. Quels seront alors les impôts que l'on paiera? Si l'imposition du travail disparaît, et si tout l'impôt est prélevé par la TVA sur le résultat de la création de valeur, le taux de celle-ci se situera vers 100%. La moitié du prix à la consommation ira alors au fisc. En payant un produit 10 €, on paye 5 € d'impôt. Celui qui dépense 1 000 € paye 500 € d'impôt. Mais comme il a reçu 1 000 € du fisc pour son revenu de base, en réalité, il paie moins 500 €. Plus exactement, il touche 500 € de l'administration fiscale. De même, sur les 1 500 € dépensés par un autre, la moitié,
soit 750 €, va au fisc.